C'est intéressant parce que Nathan Jaron, vous faites de la formation et vous traitez évidemment tous les sujets Bitcoin. Vous formez des gens qui sont déjà dans le monde professionnel. Est-ce qu'il y a des demandes sur plus d'informations sur le mining, des formations spécifiquement là-dessus? Est-ce que ça évolue ce secteur-là ou pas? Nous, de ce qu'on constate chez nous à la Blockchain Business School, non, c'est pas une demande qui est très développée. À la marge, effectivement, on a des questions sur est-ce que ça existe ou pas. Mais bon, aujourd'hui, je pense que Sébastien confirmera, le mining c'est devenu une industrie, donc. Pour des gens qui voudraient se lancer aujourd'hui, c'est plus vraiment quelque chose. Voilà, c'est ça. À petite échelle aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, on a des géants qui font ça à une échelle industrielle, donc c'est plus possible en commençant de chez soi. Nathan, qu'en pensez-vous? Effectivement, je pense que ça va pas assez vite. Moi, ce sujet. Ça va pas assez vite? Oui, effectivement, ça va clairement pas assez vite, surtout quand on regarde nos voisins. Je me rappelle avoir lu il y a pas longtemps une personne qui s'étonnait du décalage entre la France et ses voisins européens sur le sujet. Oui. Et puis moi, ce sujet des stablecoins, il m'évoque là quelque chose qui est plus actuel. La semaine dernière, dans Les Échos, on a vu 2 articles à peu de jours d'intervalle. Un premier qui s'étonnait, qui avait l'air de s'étonner de l'explosion des stablecoins et de l'avance américaine, puisque 99% du marché des stablecoins aujourd'hui est libellé en dollars. L'Europe n'a pas voulu. Et donc en Europe, quand on utilise des stablecoins, majoritairement, on utilise des choses qui sont libellées en dollars. Donc il y avait ce premier article, qui s'étonnait un petit peu de ça. Alors que bon, on va dire que c'est pas faute d'avoir prévenu. Et puis quelques jours après, un article qui appelait à l'adoption de Wero. Donc Wero, c'est l'équivalent européen de Visa ou Mastercard. Oui. Donc avec quelques décennies de retard. Pendant que Visa et Mastercard, ils sont complètement en train de prendre le virage des stablecoins. Vous avez peur qu'on prenne à nouveau en retard? Je pense qu'on est en train de suivre les produits d'Internet. Voilà, au début des années 2000, même avant, hein, quand des études ont parlé d'Internet en expliquant qu'il n'était absolument pas apte à fournir des services commerciaux et qu'il valait mieux aller sur le Minitel à l'époque. Donc là, oui, malheureusement, on se dirige un peu vers le même chemin, parce que là, tous les géants du paiement, qui sont quasiment tous américains, ils sont tous en train de partir sur le stablecoin. On sait que l'Europe a un autre agenda en parallèle. Oui, l'euro numérique. Oui, ça devient donc une habitude. Valentin est donc un alumni de la Blockchain Business School, Nathan Jaron. Oui, tout à fait. Tout comme son associé Arthur. Donc, quelque chose d'intéressant aussi à expliquer, c'est qu'ils se sont rencontrés pendant leur formation. C'est souvent ça. Voilà, ils ne se connaissaient pas avant, donc c'est aussi ça l'intérêt de la formation. Et donc, la dernière fois que j'étais venu sur votre plateau, j'avais expliqué que c'est notamment une des choses que viennent chercher un certain nombre de personnes, le réseau. Rencontrer des gens qui ont la même passion qu'eux, qui s'intéressent à ces sujets-là, qui veulent en faire quelque chose, notamment professionnellement. Et donc, voilà, ça amène ce genre d'opportunité de rencontrer des gens pendant la formation avec qui on va continuer à travailler après. Et donc Valentin et Arthur ont présenté ce projet-là à la fin de leur formation, puisque dans le cadre de notre formation, pour valider les acquis, nos apprenants, ils doivent travailler sur un projet concret la plupart du temps. On a des porteurs de projets externes à l'école, des entreprises qui peuvent nous proposer des sujets, et puis on a tous nos apprenants qui arrivent avec une idée et qui viennent se former d'ailleurs pour ça, pour le développement de connaissances, de compétences, et puis pour pouvoir commencer à travailler sur leur projet et avoir des retours dessus. Parce que nous, du coup, on va apporter un accompagnement là-dessus, on va leur faire des premiers retours, on va leur permettre de commencer à se confronter à des professionnels, et puis après, ils passent leur soutenance de certification, où là, ils sont devant un jury. Donc, pareil, c'est une autre confrontation au réel de leur projet. Et donc, dans un certain nombre de cas, ça dépasse le cadre de la formation et ça devient concret après, ça devient des entreprises. On va revenir sur les entreprises qui proposent des projets, mais j'avais Guillaume Murel la semaine dernière, qui est aussi un ancien de la BBS et qui a créé Trace. C'est ça le profil de vos élèves? C'est des anciens de la finance traditionnelle qui veulent basculer? C'est des gens qui veulent devenir patrons et qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment les mettre en œuvre? C'est quoi le profil type? Alors ça dépend parce que donc Guillaume Murel, effectivement, que vous aviez la semaine dernière, lui ne vient pas du monde de la finance. Il a été dans le management longtemps chez Apple avant de venir à la BBS. Donc après, ça dépend des profils et de ce qu'ils viennent chercher. Valentin, par contre, a un passé en lien avec la finance. Mais tout dépend du bagage professionnel des gens et de ce qu'ils veulent faire après. La plupart du temps, les bagages financiers vont sur la formation finance décentralisée parce que les liens sont assez naturels avec leurs expériences passées et puis potentiellement ce qu'ils veulent faire après. Mais tout le monde veut pas créer un projet. On a aussi des alumni qui ont été embauchés dans des entreprises. On a une ancienne, par exemple, qui est marketing manager chez Absolute Labs. Attendez, vous parlez d'une femme? Une femme dans la crypto? Oui, tout à fait, ça arrive. Il y en a. Quel pourcentage à la BBS de femmes, vous avez calculé? C'est conforme à l'écosystème, hein, ça tourne autour de 10-15% de mémoire. Donc,
minoritaire en effet, encore, comme dans la tech en général. Tout à fait. Donc voilà, c'est conforme à ce qu'on constate sur l'écosystème au global. Mathieu, les projets les plus fous que vous voyez, vous dites des fois ça passera pas, ça pourra pas se créer, ou alors à chaque fois vous dites mais c'est génial, ça va être l'avenir de la crypto, Nathan? Non, alors des fois effectivement il y a des projets qui sont un peu plus capillotractés que d'autres. Par exemple, vous en avez en tête? Des exemples, alors vraiment capillotractés, non, j'en ai pas en tête, mais des choses qui peuvent être très complexes. Par exemple en lien avec les jeux d'argent. Voilà, des gens qui imaginent des espèces de casinos sur la blockchain avec des cryptos, etc. Là, on n'est plus sur le Bitcoin, hein, je pense. Je crois qu'on est sorti. Oui, voilà. Et puis, bon après, tout n'a pas à être en rapport forcément avec Bitcoin, mais c'est surtout que là, on part sur des choses qui sont extrêmement régulées, extrêmement complexes à aborder, et donc. Dans notre accompagnement, forcément, l'idée, c'est d'expliquer aux gens déjà sur l'aspect juridique. Tiens, ça, je peux en parler. Quelque chose qu'on apporte aux porteurs de projets qui viennent chez nous, c'est que l'angle juridique, il s'intègre tout de suite stratégiquement dans la construction et la réflexion d'un projet. C'est obligatoire. Malheureusement, il y a encore beaucoup de porteurs de projets, quand ils démarrent, ils se disent « ça, on verra plus tard ». Le problème, c'est qu'en fonction de la voie qu'on prend, juridiquement, il ne se passe pas la même chose. Et il y a des voies qui vont faciliter le développement d'un projet sur le plan juridique. Et donc, pour pouvoir les emprunter, il faut savoir tout de suite que juridiquement, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller pour se dégager au maximum le chemin. Merci, messieurs, d'être venus dans cette émission.